D'accord, vous voyez. Excellent. Juste انزل على masqué وكا. Masqué. Ok, parfait. Parfait, parfait. Allez-y. هكا تراو انتم قاعدين توا. Oui, docteur Raïs. Ok. Donc là, on va passer vers la partie topographique. On a disons, des explorations qui sont utiles et nécessaires en consultation de contactologie. Une des explorations, disons, de base et pierre angulaire dans la consultation de contactologie et la topographie cornéenne. Donc, je vais vous faire un cours, disons, ça passe pas. Voilà. Donc, le cours va donc s'articuler sur le plan suivant, donc une introduction, principe de la topographie. Donc là, c'est un peu rébarbatif, d'autant plus qu'on est en distanciel. S'il vous plaît, fermez les micros s'il y a des micros qui sont ouverts. Allô, allô. Donc, cette partie est un peu, oui, merci, est un peu rébarbative parce que, bon, en distanciel, on a un peu du mal à comprendre. Donc, il y a des explications à faire au tableau, mais j'essaierai d'aller lentement pour vous expliquer. Puis, on va voir comment sont présentées les données. Et les données de la topographie cornéenne normale, de la cornée pathologique, de la topographie en post-chirurgie et enfin les applications en contactologie. Donc, comme vous l'avez vu dans les bases optiques de ce DU, la surface antérieure de la cornée représente 2/3 du pouvoir réfractif de l'œil. Et donc, toute modification de la forme de la cornée aura un effet sur l'image transmise au tissu neurosensoriel. Et l'appréciation et la mesure de la forme de la cornée est d'une importance primordiale dans l'étude de la fonction visuelle. Alors, quels sont les principes de la topographie cornéenne? Comment peut-on décrire une forme cornéenne? Ou comment peut-on décrire une forme tridimensionnelle sur une référence bidimensionnelle sur une carte? Alors, soit qu'on va donc caractériser chaque point par son élévation ou son hauteur, par rapport à un plan de référence. Donc, en topographie classique qui décrit les reliefs, on va décrire les positions des points des reliefs par rapport au niveau de la mer. Et ici, dans la cornée, on va voir quels sont les niveaux de référence. Où on va décrire chaque point par sa pente ou sa courbure, et ceci correspond au gradient de la tangente. Alors, pour décrire les courbures et les cambrures, on va se baser sur ce qu'on appelle les rayons de courbure. Et le rayon de courbure est donc déterminé par cette formule dès qu'il y a la distance entre l'axe de cette forme et le point qu'on va étudier, et alpha, c'est l'angle entre l'axe passant par le point à étudier et cette droite perpendiculaire à l'axe de toute la forme. Donc, ce qu'on mesure réellement, ce n'est pas une puissance réfractive, mais plutôt un rayon de courbure. Alors, je viens de parler d'axe. Ceci est important parce que si on a cette forme bleue, avec une forme globale, comme je l'ai décrit ici par la flèche, mais qui comporte une forme localisée un peu différente. Donc, on peut prendre soit un axe qui représente toute la forme globale, ou un axe qui ne représente que la forme localisée. Donc, l'axe peut être global, axial ou sagittal, c'est ce qu'on voit ici, ou local, instantané ou tangentiel. Donc, selon l'axe choisi, les données qu'on va avoir, les mesures qu'on va avoir vont être différentes par rapport à cet axe. C'est pour cela, chaque fois qu'on fait un calcul, il faut donc le faire référencer par rapport à l'axe choisi. Alors, j'ai dit ce qu'on allait mesurer tout à l'heure, c'est un rayon de courbure. Et on va extrapoler par une mesure selon cette formule pour donner le pouvoir réfractif en dioptrie. Donc, ce qu'on mesure réel, c'est un rayon de courbure en millimètres. Et ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos topographies, dans nos kératométries, c'est plutôt des dioptries. Et cette transposition va devoir utiliser l'indice de réfraction théorique de la cornée, et ceci représente un biais parce que, bon, l'indice de la cornée peut varier selon des cas, selon des
des pathologies selon des circonstances particulières. Et en contactologie, les contactologues travaillent plus avec un rayon de courbure que les ophtalmos qui travaillent plus avec des dioptries et des kératométries. Donc, on est plus, disons, rigoureux en travaillant avec des rayons de courbure. Alors, quelles sont les méthodes de mesure? On a deux grandes catégories de méthodes de mesure, soit les méthodes basées sur le principe de réflexion, c'est les principes utilisés dans la kératométrie, dans la photokératoscopie, on va voir ça, et dans la vidéokératoscopie. Et les méthodes basées sur le principe de la projection. Alors, pour les méthodes basées sur le principe de la réflexion, on va se baser sur ce qu'on appelle l'image de Purkinje, où si on connaît la taille de l'image, ici on a l'image, ici on a l'objet, l'objet est réfracté par le dioptre qui est la cornée, et on va obtenir cette image. Si on connaît l'image, la taille de l'image, si on connaît la taille de l'objet, si on connaît la distance objet-dioptre, on peut déterminer le rayon de courbure point par point. C'est ce principe qui est utilisé dans la vidéokératoscopie. Donc, ce qu'on va faire, on va projeter des mires d'un disque placido dont les mires ont une, disons, une mesure bien déterminée. Et donc, on connaît la taille de l'objet, on connaît la distance objet-dioptre, et on va recueillir une image. C'est la projection de ces mires sur la cornée. Ces images vont être soit régulières, soit déformées selon la forme de la cornée, et la mesure de la taille de ces images va nous donner les rayons de courbure de chaque point. Ceci va être réalisé de façon automatique dans la vidéokératoscopie par une digitalisation automatique des mires, une analyse de l'image informatique et une reconstruction algorithmique pour nous donner les rayons de courbure point par point de toute la cornée étudiée. Les méthodes basées sur le principe de la projection sont différentes. Alors, on va projeter une image, un objet, et selon la forme qu'elle va avoir sur le dioptre à étudier, on va déterminer différentes mesures, à savoir essentiellement les élévations de chaque point par rapport à une sphère de référence. Les machines connues et les premières machines à utiliser le système de projection sont l'Orscan et le Pentacam. Alors, comment se présentent les données? On a tout au début l'image photokératoscopique, c'est l'image brute. Il est important de la voir parce qu'elle peut nous donner des renseignements importants selon l'espacement de ces mires, selon la taille des mires et la déformation des mires. Et parfois, on a des images retrouvées au niveau de l'image photokératoscopique qui donnent plus de renseignements que l'image interprétée par la machine, parce que la machine est toute bête, elle interprète selon des algorithmes, et des fois l'interprétation est erronée. Donc je vous conseille parfois, quand vous avez des doutes, de faire vous-même votre topographie. Donc la présentation de données, on va voir ces différentes données, le nom du patient, l'œil, les données statistiques, la carte topographique et l'échelle. Alors on a un codage colorimétrique qui a été adopté depuis 1987, où les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, correspondent à des zones cambrées ou hautes, et où les couleurs froides, vert et bleu, correspondent aux zones plates ou basses. L'incrémentation au pas de l'échelle, c'est l'augmentation de l'échelle dans ce codage colorimétrique qui peut aller de 0,2 dioptrie à 1,5 dioptrie. Et enfin, le type de l'échelle, on a des échelles absolues standardisées ou des échelles normalisées relatives. Alors, l'échelle absolue standardisée, elle couvre toutes les puissances de la plus petite à la plus grande, et chaque couleur a un intervalle de puissance fixe et invariable, et elle permet de faire des comparaisons de différents examens dans le temps et entre différents patients. L'inconvénient est lié à la grande taille du pas de l'échelle, et elle limite la résolution graphique, parce que donc on va couvrir des kératométries allant de 9 à 101 dioptries. Par définition, la moyenne correspond à 43,5 dioptries. À plus 3 déviations standards, on est à 48 dioptries. Et à moins 3 déviations standards, on est à 39 dioptries.
La borne supérieure dans l'échelle normalisée correspond à la valeur la plus élevée de la carte de l'examen et la borne inférieure correspond à la valeur la plus basse de la carte. Donc là, on va limiter l'étendue de l'échelle. On ne va plus être de 9 à 100 une on va être à 39, à 45, 46. Donc l'échelle est beaucoup plus resserrée. Et chaque fraction correspond à une couleur. L'avantage, c'est qu'elle amplifie les détails et nous ne pouvons pas comparer les cartes entre elles parce qu'on n'a pas la même échelle. Donc, même examen au même moment, échelle absolue à gauche et échelle normalisée, comme on l'avait dit, il va avoir une mise en exergue des détails avec cette échelle-là. L'incrémentation, plus on augmente, plus on diminue l'incrémentation, plus les détails vont ressortir. Et on revient à l'histoire de l'axe. Même examen avec un axe global et un examen avec un axe local ou instantané ou tangentiel. Et là, il va mettre en exergue les irrégularités cornéennes, surtout les irrégularités périphériques. L'écart différentiel, c'est une soustraction entre deux images, par exemple, post-opératoire, et donc on va voir l'évolution de la topographie dans le temps. Si elle est verte, il n'y a pas de modification. Si on est dans le rouge, il y a un bombement de la carte la plus récente. Et si on est dans le bleu, il y a un aplatissement de la carte la plus récente. Quart différentiel d'une topographie avant et après chirurgie réfractive. Donc ici, vous voyez une cornée cambrée, elle est aplatie, donc c'est un cornée myope qui a été opéré. Et là, ça correspond au disque, au biconvexe qu'on a enlevé par la chirurgie réfractive. Il y a aussi des données statistiques. Une des données les plus classiques et les plus répandues, c'est la SIMK, c'est la kératométrie simulée, c'est la moyenne des puissances de tous les méridiens sur les MIR 7, 8, 9. C'est la même information que la kératométrie. L'axe majeur, c'est la plus grande puissance, et l'axe mineur, c'est l'axe à 90 degrés de l'axe majeur. Le min K, c'est le méridien le plus bas. Le cylindre correspond à la différence entre l'axe majeur et l'axe mineur. Et l'average K, la kératométrie moyenne, c'est la moyenne des puissances réfractives dans les 3 mm centraux. On a aussi des indices de régularité, d'asymétrie et de potentiel visuel d'acuité. Et maintenant, chaque machine a ses indices statistiques propres à elle. Nous passons au système de projection et aux cartes d'élévation. Donc, je vous ai dit, pour déterminer une élévation, il faut un plan de référence. Et ici, le plan de référence de la cornée, c'est une sphère qui épouse au mieux la forme de la cornée en question. C'est ce qu'on appelle la best fit sphere. C'est la sphère qui épouse de mieux la cornée. Donc, il y a plusieurs types de best fit sphere, float, axis, pin, apex, et on choisira, selon le besoin, la best fit sphere qu'on va employer pour chaque examen. Dans les cartes d'élévation, ce qui est au-dessus, plus haut que la best fit sphere est en rouge, il est en positif, et ce qui est plus bas que la best fit sphere est en couleur froide, vert ou bleu. Et on aura des cartes d'élévation antérieure, telles que celle-ci, et des cartes d'élévation postérieure. Connaissant l'élévation antérieure et postérieure par soustraction, on va déterminer l'épaisseur de chaque point et on va avoir un mapping et une carte d'épaisseur. Alors, comment se présente la topographie cornéenne normale? Vous savez que la cornée n'est pas une sphère, mais elle est asphérique. Cette asphréricité peut être positive ou négative. Quand elle est positive, on a une forme oblate qui est plus plate au centre qu'en périphérie. Et quand on a une asphéricité négative, on a une forme prolate, c'est les cornées normales, ou qui est plus cambrée en centre qu'en périphérie. Il y a différents axes géométriques. Le centre géométrique qu'on détermine quand on fait une kératoplastie. Le réflexe cornéen qui est déterminé par la projection des mires d'un vidéokératoscope. Le centre de la pupille qui correspond au centre de la chirurgie réfractive, c'est ce qu'on marque, c'est ce qu'on axe en cas de chirurgie réfractive. Et enfin, le centre de l'axe visuel, c'est le centre par lequel passe l'axe visuel. Des variations morphologiques ont été étudiées dans la population et le plus souvent, on a des formes rondes ou ovales et moins fréquemment, on a des formes sabliers symétriques ou asymétriques ou des formes totalement irrégulières. L'énantiomorphisme est un aspect fréquent dans les cornées normales. Si on ne le retrouve pas, c'est une image suspecte. Et l'énantiomorphisme, c'est l'image en miroir des cornées de deux côtés.
cas de mauvais centrage, on peut avoir des artefacts. C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours se fier à ce que nous donnent nos techniciens et le résultat. S'il y a des irrégularités du film lacrymal, on aura aussi des images un peu artefactuelles. Alors, le corneal workpage peut se voir en cas donc de port de lentilles. Donc, c'est pour cela qu'il faut enlever les lentilles assez tôt. Et on aura un changement de l'axe de l'astigmatisme qui devient oblate avec un aplatissement au niveau de la zone d'appui et un bombement ailleurs. Alors, comment se présentent les cornées topographiques pathologiques? On peut avoir des érosions cornéennes récidivantes avec des zones d'aplatissement localisées, des irrégularités épithéliales avec des mires déformées et collées et où la reconstruction de l'image est imparfaite. En cas de pterygium, on va avoir un astigmatisme avec un aplatissement horizontal, une diminution de la puissance réfractive et une augmentation de l'irrégularité de l'astigmatisme et de la symétrie de la cornée. En cas de maladie de Terrien, on va avoir un aplatissement au niveau de la partie où il y a la régole et un bombement de l'axe orthogonal. Dans la dégénérescence de pellucite marginale, on va avoir un bombement inférieur en image de moustache gauloise et à des stades avancés, on a une ectasie inférieure. Le kératocone se présente sous forme de bombement inféro-temporal, bombement inférieur correspondant à kératocone, et toujours des images de kératocone avec un bombement inférieur classique. Il y a des indices de détection de kératocone. Les indices classiques dans les années 80 établis par Rabinovitz ont été une puissance réfractive au-dessus de 47 dioptries, un indice I-S supérieur à 1,5 dioptries, une asymétrie entre puissance centrale des deux yeux de plus de 3 dioptries. Ça, c'est les indices d'un kératocone avéré. Il y a d'autres indices qu'on va voir dans le code kératocone pour les kératocones suspects. Et puis, les choses ont été développées avec des systèmes de reconnaissance automatique qui nous donnent donc des indices de probabilité de diagnostic de kératocone. Dans les machines de topographie d'élévation, il y a aussi d'autres indices propres à chaque machine. Nous y reviendrons dans le cours du kératocone. En post-chirurgie cornéenne, la topographie est intéressante dans la kératoplastie pour déterminer les points à enlever pour diminuer l'astigmatisme et la gestion de l'astigmatisme par ablation de suture. Donc, vous voyez là en pré-ablation, post-ablation, comme mon image est plus régulière au niveau du méridien, on a enlevé le point. En chirurgie réfractive, bien évidemment, donc ça va nous montrer l'effet de la chirurgie réfractive sur la cornée, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, un astigmatisme en préopératoire. Ici, le profil d'ablation qui a été enlevé avec un profil torique biconvexe. Et vous voyez le résultat en post-opératoire qui est plus régulier. Préopératoire, post-opératoire. Donc ici, la cornée cambrée, ici, elle est aplatie. La topographie cornéenne est importante aussi pour détecter des cornées à risque et détecter une ectasie postasique, ici un traitement post-opératoire des chirurgies réfractives sur une myopie de 2 dioptries. Donc vous voyez des bombons inférieurs, des images d'ectasie postasique. La chirurgie du pterygium aussi modifie la topographie. Elle va diminuer l'astigmatisme, augmenter la puissance réfractive et augmenter et améliorer les indices d'irrégularité et d'asymétrie. Donc vous voyez en préopératoire l'aplatissement au niveau du pterygium et l'astigmatisme conforme à la règle. En post-opératoire, vous voyez une cornée beaucoup plus régulière. Et là, la carte différentielle qui montre l'effet de l'ablation du pterygium. Alors, on vient l'apport de la topographie cornéenne en contactologie. Il y a en fait 2 niveaux de difficulté d'adaptation selon la nature et l'ampleur de la déformation cornéenne. Il y a ce qu'on appelle les adaptations simples, courantes, et les adaptations complexes, assez techniques. Dans les adaptations simples, il n'y a pas d'antécédent de kératocone et de chirurgie cornéenne, aucune particularité réfractive et aucun atypisme kératométrique. Ces adaptations simples, la topographie n'est pas obligatoire. À la limite, on peut
n'avoir besoin que d'une topographie spéculaire avec une échelle relative et en millimètres. Dans les adaptations complexes, il y a souvent donc, des problèmes de kératocone, de dégénération spécifique marginale, de chirurgie réfractive compliquée, de kératoplastie ou de plaie du globe. Et là, la topographie est systématique selon le matériau de la lentille qu'on va utiliser souple ou rigide pour déterminer la géométrie de la lentille et le paramétrage local, le diamètre et la longue courbure et la puissance optique. Dans les adaptations complexes, on peut s'aider des logiciels de simulation de l'image fluoroscopique du lentille rigide et faire un essai virtuel en contactologie. Donc, l'appareil va nous donner ce qu'on appelle l'image en fluo. Vous allez voir ça dans les prochains cours de façon donc automatique. Dans les adaptations complexes, la topographie spéculaire est très utilisée et la topographie d'élévation est la plus utilisée. On va adopter une quad map avec les 4 cartes, une carte d'élévation antérieure en mode float, donc on va choisir l'axe float, et en mode apex, et des cartes kératométriques en mode tangentiel, donc en mode axial local, et ceci pour nous donner plus d'informations. En conclusion, je dirais que la topographie cornéenne est un outil indispensable en pathologie cornéenne. Elle est actuellement de pratique courante pour l'aide au diagnostic de nombreuses pathologies cornéennes, mais aussi dans le suivi et la gestion des différentes chirurgies de la cornée. En contactologie, elle est de plus en plus utilisée pour adapter et orienter le choix de la lentille de contact en termes de biomatériaux, de géométrie et de paramétrage. Je vous remercie pour votre attention. Mes chers amis, je pense qu'il est temps de poser vos questions là. Donc la question, Dr Sfiri, c'est temps optimal. Attendez, je perds un peu là. Où est-ce qu'elle est la question? Temps optimal de retrait. Ah voilà. Durée optimale de retrait des lentilles avant la réalisation de la topographie. Durée optimale de retrait de l'anticonti. Très bonne question. Ouais. Donc on a vu dans le cours l'essai corneal warpage. Donc c'est une déformation cornéenne induite par la lentille. En pratique, on enlève la lentille souple quelques jours, 4-5 jours avant l'examen, et les lentilles rigides 2 à 3 semaines avant. Mais en théorie, on nous demande beaucoup plus. On nous demande 1 mois pour les lentilles rigides et presque 2 semaines pour les lentilles souples, ce qui est très souvent difficile à faire. Mais 4-5 jours de dépose de lentilles souples, ça peut marcher, et 2 semaines, voire 3 semaines pour les lentilles rigides. Si vous voyez, malgré le dépôt, la dépose des lentilles, un effet cornéal warpage, vous pouvez lui demander de revenir avec une dépose beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, allô? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc sinon, on passe à... Sinon, on passe à la prochaine présentation.